Merci Amélie. On va arriver là au temps de la controverse, une controverse qui, à la fois, peut être perçue comme un débat d'idées, mais peut être perçue aussi comme une évolution thérapeutique à un temps important, celle de l'utilisation de la plasmaphéreuse dans les syndromes de Matt qui ressemblent à des PTT, donc dans la plasmaphéreuse en urgence. À cet égard, il y a deux choses à dire. La première, c'est que la recommandation aujourd'hui, elle est de faire de la plasmaphéreuse dans les 4 à 6 heures du diagnostic de Matt chez des malades qui ont des signes de risque. On ne va pas sortir de cette recommandation-là. Et la deuxième chose, c'est d'adapter les projets thérapeutiques par rapport, les individualiser et les mettre à la carte. Et le débat, il va être beaucoup autour de l'évolution thérapeutique. Aujourd'hui, qu'il y a des médicaments qui permettent une prise en charge thérapeutique différente. Et on va donc commencer par Igal Benamou, donc, qui est professeur de médecine interne au CHU de Rouen et qui va parler de la réalité de l'absence de plasmaphéreuse dans le PTT et qui sera suivi d'Éric Mariotte, qui est médecin réanimateur à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, sur le caractère peut-être un peu plus mythique de cette proposition. Merci beaucoup, Igal, de commencer. Bonjour à tout le monde, merci Elie, merci Régis pour cette invitation. Donc une controverse, c'est toujours un peu de mauvaise foi, alors voilà, il faudra prendre et puis à la fin je fais quand même une conclusion plus modérée, mais sinon c'est pas drôle. Donc PTT sans plasmaphéreuse, mythe ou réalité dans ces périodes électorales, moi j'ai voté réalité, c'était plus facile à choisir qu'il y a 15 jours. Ça, les conflits, ils sont là. Alors, quand on reprend le traitement du PTT, finalement l'historique, on va bientôt fêter les 100 ans de la découverte. Et puis vous voyez, il y a eu splénectomie, cortico, le plasma en 77. 1991, la première révolution avec les échanges plasmatiques, les premiers papiers sur le Ritux en 2001 et le cas Placizumab qui a vraiment révolutionné la prise en charge avec une autorisation de mise sur le marché et puis une utilisation en France à partir de fin 2018-2019. Alors, première révolution des échanges plasmatiques, c'est ce papier. Il a 30 ans, c'est un papier du New England. Et finalement, c'était assez simple. On prenait 100 patients, on en mettait la moitié dans un groupe échange plasmatique, la moitié dans un groupe perfusion de plasma, et on comptait les petits à la fin, en savoir lesquels allaient survivre et lesquels allaient s'en sortir, en tout cas. Alors, les résultats ne sont pas mauvais, hein, survie à 80% lorsqu'on regarde. Différence entre les deux groupes, vous voyez un petit P. Et puis surtout, lorsqu'on lit entre les lignes, on se rend compte que dans le groupe perfusion de plasma, on avait 31 de ces patients, donc à peu près sur une cinquantaine, donc 2 tiers des patients qui ont été switchés vers le groupe échange plasmatique parce qu'ils ne s'amélioraient pas. Donc la preuve était flagrante et depuis, on s'est dit les échanges plasmatiques, c'est le traitement de base de tout PTT. Alors quand on regarde un tout petit peu plus loin, et j'ai retrouvé le papier, on s'aperçoit de plusieurs choses. Alors déjà, la stratégie, c'était 1,5 fois la masse sanguine le premier jour, ou en tout cas les premiers jours, et puis après on diminuait le volume, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 60 ml kg de plasma tout le temps des échanges, ou en tout cas la plupart du temps. Lorsqu'on perfusait du plasma et qu'on ne faisait pas d'échange plasmatique, on avait une stratégie qui était déjà pas si inintéressante, hein, puisqu'au début on attaquait fort, et puis vous savez qu'il y a une surcharge volémique forcément qui va être induite, parce que quand vous mettez 30 ml kg à quelqu'un comme moi, ça fait beaucoup, d'accord. Et puis après vous allez diminuer un petit peu, mais surtout les traitements d'appoint qu'on avait à cette période-là, c'était des choses que moi je n'ai jamais prescrites, c'est-à-dire en tout cas dans le PTT, c'est-à-dire vous voyez dipyridamol 400 mg et puis on associait de l'aspirine. Donc on était dans un autre temps. C'est-à-dire il y a 30 ans, on avait ces patients et ils avaient des traitements d'appoint en plus du plasma qui ne sont plus du tout d'actualité. Alors le rationnel des échanges dans le PTT, c'est assez simple. Ça, c'est une figure de la revue de médecine interne. On faisait des échanges parce qu'on pouvait apporter une quantité importante de plasma. Puisque quand vous apportez 15, 16, 17, 18 poches à un patient, eh ben, vous allez lui amener de la dame stress qui manque. Et puis ça, c'est un point important. Mais l'autre point important, c'est qu'il y avait cette idée de l'effet de soustraction. C'est-à-dire qu'on a ces gros multimères de facteurs Willebrand. Alors, je ne suis pas revenu sur la physiopathologie, je pensais que je passerais en deuxième et qu'Eric allait faire la première partie, mais ce n'est pas grave. Vous avez cette accumulation de facteurs Willebrand de ces grands multimères avec des plaquettes qui sont collées à ça et qui viennent boucher les petits vaisseaux.
Et donc, on s'est dit, lorsqu'on va réussir à enlever ces multimères avec toutes ces plaquettes, on va enlever tous ces thrombis. Et donc, résultat, on va réussir, d'une certaine façon, à corriger les organes qui vont être endommagés. Et puis aussi, comme c'est une maladie dans 3/4 des cas qui est auto-immune avec des anticorps anti-ADAMS13, et comme dans d'autres pathologies, les ANCA ou autres, on va enlever ces anticorps peut-être pathogènes, même si la physiopathologie nous dit un peu le contraire, et les travaux de laboratoire notamment nous disent un peu le contraire. Et puis, donc, on devrait améliorer la situation. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui nous montre que cet effet soustractif il est intéressant dans le PTT. On a quelques données lorsqu'on prend des plasmas de patients et qu'on regarde avec tout simplement un gel, on voit s'il y a des hauts multimères, oui, on en retrouve, mais on n'a pas de données évidentes de l'effet de cette plasmathérapie avec échange sur cet effet de soustraction. Alors après, il y a une étude française de l'équipe donc de Paul, et puis il y avait déjà Elie en co-signataire et son ancien patron, donc ça remonte déjà à presque 20 ans, où là encore, l'idée du papier du New England avait germé, et il s'était dit, on va faire un petit peu pareil, mais en améliorant un tout petit peu les soins de support à côté. Et donc là, il y avait un groupe, vous voyez, des petits effectifs, mais c'est une maladie ô combien rare, 20 patients dans un groupe avec perfusion de plasma à haute quantité, 20-30 ml, un groupe 18 patients sur les échanges. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même des patients qui étaient sévères. Et on se dit, est-ce que 20 ans plus tard, on aurait mis les mêmes malades? C'est-à-dire qu'on avait quand même des patients qui avaient un déficit, qui avaient des troubles, des comas, qui avaient de l'épilepsie, qui avaient des choses comme ça. Et aujourd'hui, on pourrait se poser la question de est-ce qu'on aurait fait cette étude-là? Alors, lorsqu'on regarde les données du groupe perfusion, donc là, alors qu'on avait validé les échanges, on se rend compte de quoi? Donc déjà du volume qui est quand même assez important, 20-25 en moyenne ml kilo, donc ce n'est pas anodin sur plusieurs jours. Et puis surtout que là encore, on en a une certaine quantité, vous voyez, qui ont été transférées vers les échanges plasmatiques. Alors il n'y a pas de flèche, mais c'est le TPE. Et donc vous voyez qu'on en a une certaine quantité qui ont quand même nécessité d'être switchées vers le groupe échange parce que les patients ne s'amélioraient pas, les plaquettes n'augmentaient pas, ou il y avait une défaillance d'organes qui s'aggravait. On en a quand même qui s'en sont sortis en ayant uniquement des perfusions de plasma. Et puis surtout, la grande différence, c'est que là, on voit apparaître déjà la corticothérapie, qui est un des traitements associés aux échanges plasmatiques lorsqu'on prend en charge un PTT, ce qui n'était pas le cas du papier de Gail Rock, notamment en 91 dans le New England. Alors, lorsqu'on regardait la normalisation des plaquettes, on faisait pareil. La normalisation des LDH, qui est un marqueur qu'on utilise assez souvent pour l'atteinte d'organes, notamment neurologiques ou autres. Et puis on s'était rendu compte que c'était pareil. La conclusion, c'était de dire, voilà, ça peut être une situation et un traitement efficace lorsqu'on ne peut pas faire autrement, mais attention au risque de surcharge volémique notamment. Et donc de temps en temps se poser la question de la bienséance de tout ça. Alors finalement, il n'y a pas de débat. On a un papier du New England, on a l'expérience clinique. 15 ans après, on a l'équipe du CNR qui nous dit qu'il faut utiliser plutôt les échanges. Mais il faut quand même se poser la question parce que c'est important d'évaluer nos pratiques. Et lorsqu'on regarde les données plus récentes, on se rend compte, par exemple, sur le tableau de gauche, c'est l'étude des Anglais, donc l'équivalent du CNRMAT, donc l'équipe de Mary Scully en Angleterre. Ils ont repris 155 patients qu'ils ont traités par échange plasmatique. Ils ont tout simplement regardé, c'était quoi les complications. Et vous voyez, alors il y a des complications inhérentes à l'échange plasmatique, comme la thrombose sur notamment le KT, comme les infections sur la voie d'abord, comme le citrate qui est utilisé notamment dans les échanges. Et ça faisait que quand même, on avait 25% d'effets indésirables avec un impact sur le plan thérapeutique derrière, parce que quand vous avez le patient qui fait la thrombose alors qu'il a encore 10 000 plaquettes et qu'il faut l'anticoaguler de façon curative, on n'aime pas. D'accord? Donc tout ça, elle dit, ça fait quand même un quart d'effets secondaires en lien purement avec les échanges plasmatiques. Un papier un tout petit peu plus ancien, mais qui est de l'équipe de l'Oklahoma, donc qui est une autre grosse équipe, notamment aux États-Unis, où ils ont couplé une étude ancienne de 96 à 2005 et une étude plus récente de 2002 à 2005, et c'est ce qu'ils ont publié en 2006. Et là, vous voyez à peu près les mêmes chiffres. 30% des échanges plasmatiques réalisés au cours du PTT sont grevés d'un effet indésirable sévère qui va nécessiter une modification thérapeutique et de temps en temps des situations un peu rocambolesques qui peuvent amener au décès du patient. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a toujours la même chose, les infections, les thromboses notamment. Donc ça mérite quand même de se poser question et de savoir ce qu'il en est. Alors nous, on s'est reposé la question tout récemment sur une des séries sur thrombose et PTT.
Et on s'était rendu compte que les thromboses, c'est 10, 12, 15% en principe des PTT, les thromboses macrovasculaires, hein, bien sûr, puisque dans le mot PTT, on a thrombose, et que 3 fois sur 4, c'est lié à une thrombose de KT. Donc ce n'est pas anodin de se dire qu'on va mettre une grosse voie d'abord, notamment pour pouvoir faire des échanges plasmatiques. Alors on a des équipes comme Marseille, notamment en France, qui ne font que de l'échange sur voie périphérique quasiment, qui ont cette culture de la plasmaphérèse par voie périphérique. Nous, à Rouen, par exemple, on en discutait beaucoup avec Steven et maintenant Maximilien, qui est le responsable du centre en Réa, mais on n'a pas encore changé nos habitudes de façon évidente. Alors pourquoi se poser la question également? C'est parce qu'on a amélioré nos connaissances en physiopathologie. Alors ça, c'est un schéma rigolo qui est simplifié, mais en 91, je vous disais, on mettait de l'aspirine et du dipyridamol en traitement associé. Aujourd'hui, on connaît mieux la maladie. Il y a eu des travaux qui ont été faits, les Marseillais, nous, notamment à Rouen également, et à Paris. On sait qu'aujourd'hui, il faut restaurer le niveau d'Adams-13, puisqu'on est sur une maladie qui est Adams-13 déficiente, soit acquise, soit congénitale. Donc, il faut essayer de restaurer ces niveaux. Il faut pour ça donner des grands volumes de plasma. Et c'est vrai que donner des grands volumes de plasma, si on n'en retire pas, on ne s'en sort pas forcément. Et vous voyez tout de suite que dès qu'on va avoir de l'Adams-13 recombinant à disposition, on va déjà tordre le cou probablement aux grands échanges, en tout cas aux grands volumes de plasma. Deuxièmement, on a pas mal travaillé notamment sur l'axe immunomodulation. On s'est rendu compte qu'on avait du B, on avait du T, on avait de la coopération, on avait du plasmocyte. Et donc aujourd'hui, on sait que le traitement de base doit reposer sur du rituximab. Quand ça ne marche pas, on peut parfois utiliser la cyclo. Il y a eu quelques essais avec le bortezomib qui est plutôt négatif. Et puis, on a tous ces immunosuppresseurs non spécifiques qui sont la corticothérapie, la vincristine et autres notamment. Et puis, de façon plus récente, on s'est surtout rendu compte que si on inhibait finalement l'interaction entre du Willebrand et la plaquette, en bloquant notamment une liaison importante qui est la GP1B plaquettaire notamment, avec un anticorps monoclonal qui est le caplacizumab, et qu'on pourrait peut-être améliorer les choses. Et donc vous voyez les évolutions en 30 ans, on passe de échange plasmatique quasiment le gold standard à une amélioration des connaissances physiopathologiques en se disant qu'aujourd'hui, le traitement du PTT, c'est plus une thérapeutique, mais c'est un trépied qui repose sur la thérapeutique de remplacement, l'immunomodulation et le blocage de cet axe Willebrand-plaquette. Alors, un mot sur l'étude Hercule qui a validé l'utilisation du caplacizumab. C'était simplement une étude randomisée contre placebo. Un bras caplacizumab, un bras placebo. On pouvait faire ce qu'on voulait quasiment, donc c'était cortico, échange et pour certains ritux. Une étude positive sur le délai de normalisation des plaquettes, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le sens du propos d'aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en mettant ce trépied thérapeutique en place et en action, par rapport au placebo, on diminuait fortement le nombre de jours d'échanges nécessaires, puisqu'on passait avec une diminution de 35% du nombre d'échanges nécessaires, on passait de 9 échanges à 5,7 échanges. Donc on se dit que finalement, les échanges, on en a moins besoin maintenant parce qu'on a d'autres thérapeutiques qui vont également agir. Et vous voyez un volume de plasma qui a diminué également de 35%. Donc finalement, peut-être que passer 20 litres de plasma, on peut le faire par voie périphérique en perfusion sans faire d'échange plasmatique. Alors nous, en France, on a vite pris le pas et donc on a la chance d'avoir un CNR qui fonctionne très bien. Et donc on a les réanimateurs avec qui on travaille beaucoup et notamment l'équipe de Élie et d'Éric à Saint-Louis. On a mis en place cette stratégie thérapeutique. On s'est dit, on prend les patients, on leur fait leur score initial et puis on leur fait les échanges plasmatiques, on leur fait le CAPLA et puis on voit ce que ça donne dans la vraie vie pour voir si on conforte ou non les études de phase 3. Et puis on a fait une étude cas contrôle pour voir par rapport à avant comment on faisait. Et donc les résultats, je passe sur l'efficacité où là on a confirmé ce qui d'ailleurs n'avait pas été forcément montré en objectif principal dans le type d'Hercule, qu'on diminuait la mortalité, qu'on diminuait les formes réfractaires, qu'on diminuait les exacerbations. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui dans ce topo, c'est que vous voyez, on retrouve nos 5 jours ici d'échanges nécessaires versus à ce qu'on faisait avant, qui était 10 jours. Donc on diminue de 50% le besoin aujourd'hui en échange plasmatique. Et puis avec le volume de plasma qui va bien également. Et donc le message, c'est qu'aujourd'hui, l'amélioration des connaissances et la mise à disposition de nouvelles thérapeutiques font que les échanges plasmatiques restent peut-être moins utiles que ce qui était le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Et lorsqu'on regarde toutes les données de vraie vie qui ont utilisé le caplacizumab, donc là il y a le registre français, mais il y a celui des Anglais et des Allemands,
on commence à avoir un certain nombre de données intéressantes dans cette maladie rare, on se rend compte qu'on est tous au même chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de 5 échanges plasmatiques globalement, et après on s'en sort et on n'a plus besoin des 8, 10, 12, 20 parfois qu'on a connus, voire des doubles échanges plasmatiques qu'on faisait matin, après-midi, on jonglait avec le Ritux à savoir quand il fallait le faire, et autres. Alors après, une fois qu'on est passé sur le plan philosophique au fait de se dire qu'on peut peut-être interrompre les échanges plasmatiques, et ben est-ce qu'il y a des données qui nous disent il y a des gens qui l'ont fait, et il y a des gens qui sont passés à l'acte. Alors il y a certaines données, pas énormes, mais il y en a qui existent, et notamment la Covid a aidé beaucoup, parce que quand on a eu nos réa qui étaient saturés, il a fallu bien faire quelque chose de nos patients qui avaient un PTT, de se dire où on allait les mettre. Et donc ça c'est un cas clinique récemment publié, mais ce qui m'intéresse c'est la revue de littérature derrière. C'était une jeune femme avec un PTT plutôt hématologique, même si j'aime pas trop le mot, elle n'avait pas de défaillance d'organes, et ce dont on s'est rendu compte c'est qu'en la traitant par corticoïdes et Ritux, uniquement elle n'avait pas eu de cas plat, elle avait une amélioration. Mais ce qui était plus intéressant dans ce petit cas clinique, c'était la revue de littérature avec l'expérience chez les témoins de Jéhovah, qui, vous savez, de temps en temps refusent, voire souvent, refusent l'utilisation de produits dérivés du sang. Et donc là, elle a repris, dans cette revue de littérature, toutes les données publiées. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même quelques datas aujourd'hui avec des patients qui, lorsqu'on leur met des traitements de support associés, peuvent parfois se sortir de la nécessité des échanges plasmatiques. Alors, je vous avoue que accepter d'avoir des IGIV et pas d'échanges plasmatiques, ça me paraît un peu surprenant. Accepter d'avoir de l'albumine, voilà, pourquoi pas. Pas mal de facteurs 8 de données, parce que certains contiennent de la DAMS13 notamment. Bref, en tout cas, quelques données chez les patients témoins de Jéhovah. Et puis, ce papier qui fait du bien et qui fait du mal également, parce que il ne faut pas le mettre entre les mains de tout le monde. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Papier de l'équipe des Autrichiens, ce dont parlait Elie. C'est 6 patients, 7 poussées de PTT à qui ils ont dit on ne va pas faire d'échange. Alors, ils n'expliquent pas trop pourquoi ils ne font pas les échanges. En tout cas, ils ont eu des patients à qui ils n'ont pas fait d'échange. Et leur conclusion, c'est que c'est extraordinaire. On peut traiter aujourd'hui des PTT sans échange. Quand on regarde de plus près, moi, je n'y serais pas allé. Je ne suis pas sûr que Eric ou Elie y seraient allés, que d'autres réanimateurs y seraient allés. Quand vous avez un patient qui a 300 de tropo et qui a un déficit, une aphasie avec un déficit brachiofacial, dire « Oh ben non, vous inquiétez pas, je vais juste vous faire du Ritux, du Capla et de la cortisone et vous allez aller mieux », franchement, c'est à la limite de l'éthique. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Néanmoins, ça marche. Alors, bien sûr, on publie que ce qui marche. Depuis, on n'a eu pas énormément de données d'ailleurs. Ça pose plusieurs questions. Un, c'est que oui, ça doit marcher, mais qu'il faut savoir sélectionner les patients et qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Encore une fois, quand vous avez quelqu'un de 30 ans qui a 200 de tropo et qui a l'accident vasculaire cérébral lié au PTT, franchement, je pense que c'est totalement irresponsable de ne pas mettre d'échange plasmatique. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'allais être de mauvaise foi, mais pas trop. Alors nous, on s'est posé cette question, et avec le groupe CNRMAT, et à l'initiative d'ailleurs de Lionel Galissier, pendant le Covid, on s'était dit comment on va faire. Et donc on avait repris toutes les données, on s'était dit, bah oui, peut-être qu'on peut retrouver la bonne formule avec un peu de plasma perfusé, qui là peut se faire dans des services même si, non de services soins intensifs, même si à mon avis, il faut surveiller ces patients toujours en unité de soins intensifs ou en réanimation, parce qu'on ne sait pas comment ils vont devenir. Et donc, on a déposé ce PHRC national. Donc, on attend la réponse définitive. La lettre d'intention a été retenue. C'est le PEX Free Study. L'idée, c'est de remplacer l'échange par des perfusions de plasma et donc de rétropédaler 30 ans en arrière, tout simplement parce qu'on a fait 30 ans en avant un bond physiopathologique en associant maintenant d'autres stratégies thérapeutiques. Donc l'idée, c'est la même que celui qu'on utilise aujourd'hui, sauf qu'on remplace les échanges par du plasma en perfusion. On attaque à 15 ml/kg les premiers jours et dès que les plaquettes remontent, on passe tranquillement à des volumes beaucoup plus acceptables. Notre idée, c'est qu'en rajoutant les corticoïdes, le Ritux et le Capla, on devrait finalement retrouver rapidement un volume de plasma perfusé quasi identique à ce qu'on faisait avec des échanges et que finalement, le besoin de clairer les multimères ou les thrombis et ainsi de suite, c'est peut-être pas finalement le rationnel le plus important. Alors cette étude, elle est intéressante parce que c'est une étude avec une analyse hiérarchique puisqu'on essaye de montrer qu'on fait au moins aussi bien
que les échanges, mais surtout qu'on fait mieux sur les complications en lien avec les cathéters notamment, dont on sait que c'est une vraie problématique en réanimation. Et par contre, on a exclu les patients avec les formes neurologiques sévères notamment, parce qu'il ne nous paraît pas éthique de le faire. Donc suite aux prochaines réunions, on verra si le PHRC est retenu ou non. L'autre espoir, c'est la Dame 13 recombinante. Donc ça, je vous ai mis le programme de développement du labo Takeda, où on voit qu'aujourd'hui, on a des études de phase 2 qui sont terminées et des études de phase 3 qui sont en cours. Alors, ce n'est pas demain qu'on l'aura dans nos réanimations, mais on peut espérer que d'ici 4-5 ans, on puisse peut-être avoir cette Adams 13 recombinante qui pourrait, associée à du Capla et du Ritux, pourrait peut-être nous aider, au même titre que les données pour l'instant sur les PTT congénitaux ont l'air plutôt rassurantes. Donc voilà comment ça se répartit en France. Donc on a les centres français qui participent. C'est extrêmement important parce que c'est peut-être la 3e ou 4e révolution dans la prise en charge du PTT. Donc mythe ou réalité, bien sûr je vais défendre le fait que c'est déjà peut-être une réalité, mais attention, pour moi la conclusion c'est que les échanges aujourd'hui doivent rester encore le traitement de base du PTT, surtout dans les formes sévères. On a tous l'expérience, moi je raconte tout le temps, c'est un patient, il m'appelle, il me dit « bon ben voilà, j'ai un purpura, je me suis brossé les dents, je saigne, j'arrive ». Il en est à son énième, voilà, il vient, demande à l'ambulance de faire un tour à Burger King, il prend son, voilà, il pose ça en attendant qu'on lui pose le cathé, il mange pendant qu'il est échangé, et on sait que ce patient, voilà, il s'en sort toujours après 4-5 échanges, voilà, un jour peut-être qu'il fera une forme plus sévère. Et donc, on se dit, est-ce que ce patient-là, il doit à tout prix avoir les échanges ou non? Est-ce qu'il ne doit pas avoir un traitement allégé? On a traité des enfants, notamment à Rouen, en période un peu compliquée avec le Covid, en faisant que de la perfusion de plasma. On s'en est bien sorti. Alors, c'était des formes purement hématologiques, mais voilà. Donc, forme sévère, il n'y a pas de doute. Peut-être que sur certaines formes plus bénignes, il faudra se poser la question et qu'apporter simplement du PFC en perfusion, ça peut être utile. L'association voilà, Cortico-Ritux-Capla nous fait évoluer et donc aujourd'hui on doit se poser des questions auxquelles on pensait qu'elles étaient totalement réglées il y a 30 ans. Et puis l'arrivée de la Dame 13 recombinant, à mon avis, pourra d'ici peu changer totalement le paysage, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui, c'est dans 4-5 ans à mon avis. Voilà. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Yigal. On va d'emblée passer à la présentation d'Éric. On se demande finalement si tu as fait la sienne ou la tienne. Hein. On se demande ce que va... Parce que... et on discutera ensemble de cette controverse avant la pause déjeuner. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, on m'a demandé de faire le contre d'Yigal et on va parler exactement des mêmes papiers, mais avec une vision un petit peu différente. Hein, c'est le propre de la controverse. On m'a donc demandé de faire le vieux jeu et d'essayer de vous convaincre qu'à l'heure actuelle, en 2022, la prise en charge du PTT sans échange plasmatique est toujours un mythe. Alors, pour de là, il faut qu'on parte de la situation où on en est aujourd'hui. Hein, où en sommes-nous? Yigal, tu l'as dit, le PTT de l'adulte, c'est une maladie liée à un déficit sévère d'activité ADAMTS13 qui se complique de l'accumulation de grands multimères de facteurs Willebrand dans la microcirculation et de microthromboses diffuses au niveau des organes. On a compris la physiopathologie de la maladie, les mécanismes, et ça nous donne des cibles thérapeutiques avec 3 qui sont exploitées aujourd'hui. Hein. D'une part, le déficit en ADAMTS13 pour qu'on supplémente. Et aujourd'hui, il y a une seule façon de supplémenter les malades en ADAMTS13, c'est de leur apporter du plasma. On ne sait pas faire autrement. La Dame 13 recombinante arrivera, mais elle n'est pas encore là, en tout cas chez l'adulte. Pour lutter contre la production des auto-anticorps et peut-être l'éclairer, on a les échanges plasmatiques et les immunosuppresseurs. Et puis, on a une 3e cible thérapeutique qui est la formation du thrombus riche en plaquettes avec l'inhibition de la liaison des plaquettes au facteur Willebrand par le caplacizumab. Avec tout ça, on est quand même pas mal, tu l'as dit. Hein. On est passé de plus de 80% de mortalité à moins de 5%. On a fait disparaître à peu près les formes réfractaires. Et c'est encore plus impressionnant. Hein. Les données en vraie vie montrent qu'avec la triplette, on a pratiquement fait disparaître la mortalité dans cette maladie. On a pratiquement fait disparaître les formes réfractaires. Et on a grandement simplifié le traitement, tu l'as dit toi-même, puisqu'on n'a plus besoin de faire 10, 15 échanges plasmatiques aux patients pour les mettre en rémission. Souvent, 4-5 échanges suffisent pour mettre plus de la moitié des malades en rémission complète. Donc on est dans une espèce d'âge d'or et on peut se demander
Pourquoi est-ce qu'on veut changer finalement? Parce qu'on est très bien. Alors, tu l'as dit, les échanges plasmatiques, ça a des effets secondaires, hein, bien sûr. Je n'ai pas pris exactement les mêmes papiers que toi, pour des raisons évidentes. Quand on prend les échanges plasmatiques, toutes causes confondues dans la littérature, effectivement, il y a 5 à 35% de malades qui vont faire des complications, pas toujours dramatiques, hein, pas toujours qui mettent en jeu le pronostic vital, mais on ne peut pas nier que c'est une technique qui a un certain nombre de complications. Beaucoup de complications même au cours du PTT, hein, puisque c'est des échanges à haut volume avec du plasma. Et donc, dans cette série de 2020, avec des malades de 2007 à 2014, donc traités par beaucoup d'échanges plasmatiques, on avait même plus de 50% de complications. Mais ces 50% de complications, c'est pratiquement que des complications dues au plasma, de l'allergie, de l'hypocalcémie au citrate, de la surcharge volémique, parce qu'on a beau travailler à volume constant, parfois on se plante un petit peu. Finalement, les complications liées au cathéter, c'est peut-être 10%, et dans les données les plus récentes, on peut imaginer que chez les malades pris en charge en réanimation aujourd'hui, avec une pose de cathéter sous échographie, le taux de pneumothorax, le taux d'hématome, le taux de mauvais placement du cathéter, il doit être bien moindre que celui-là. Et puis, ça coûte de l'argent, les échanges plasmatiques, hein, ça c'est évident, c'est des gros volumes de plasma, c'est de l'hospitalisation en réanimation. Donc, dans les hôpitaux américains, on a étudié que ça coûte, avec le régime moderne, autour de 25 000 $ pour traiter un patient. Ça peut paraître beaucoup, mais bien entendu, c'est pas grand-chose par rapport aux autres thérapeutiques, hein, notamment le caplacizumab, qu'il va falloir continuer encore un certain temps après. Et donc, même en supprimant les échanges plasmatiques, en disant que ça coûte cher, eh ben, on ne va pas diminuer très significativement le coût de la prise en charge des patients. Et puis, enfin, on peut se dire que les échanges plasmatiques, ce n'est pas bien, c'est traumatisant pour les patients, mais peut-être que ça participe au fait qu'une proportion accrue de ces patients, de survivants à une poussée de PTT développent de la dépression, du syndrome de stress post-traumatique, et que peut-être, si on ne leur fait pas d'échanges plasmatiques, si on ne les met pas en réanimation, eh bien, ils vont peut-être aller mieux sur le plan moral après. Il n'y a aucune donnée dans la littérature pour soutenir cette hypothèse. Donc ça reste hypothétique, c'est pas fou, hein, c'est possible que ça participe, mais on n'a pas encore de données pour aller dans ce sens-là. Donc quelles alternatives finalement? Si on dit qu'on veut arrêter les échanges plasmatiques, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Il faudrait trouver quelque chose qui apporte beaucoup d'ADAMTS13, si on veut continuer sur la triplette, éventuellement qui enlève des auto-anticorps, mais tu l'as dit, c'est très hypothétique comme mécanisme d'efficacité dans le PTT en tout cas. Et puis peut-être de l'immunomodulation induite par cette soustraction et cette addition de grands volumes de plasma, mais ça aussi, ça reste très très hypothétique. Alors on pourrait se dire qu'on ne va pas faire d'échanges plasmatiques, mais qu'on va continuer à supplémenter les patients en ADAMTS13 avec des perfusions de plasma. On sait que le plasma, ça marche. Hein, j'ai adoré préparer cette controverse parce que j'ai pu lire tous ces anciens cas cliniques qui étaient assez intelligents. Ce patient, donc traité en 1977 par échange transfusionnel, ce qu'on faisait à l'époque avec du sang total, et ça marche un petit peu, ça fait remonter les plaquettes, sauf qu'au bout de 2 mois, pour une raison qui n'est pas très claire dans l'article, ils décident de changer leur protocole d'échange en remplaçant le sang total par des globules rouges lavés et de l'albumine, et ils ont la surprise de voir que ça ne marche pas du tout. Ils ont conclu que ce qui est important dans l'échange transfusionnel, c'est le plasma. Ils mettent le malade sous perfusion de plasma et il guérit. Donc, c'est arrivé qu'on guérisse des patients atteints de PTT uniquement avec des perfusions de plasma. Tu as déjà parlé de l'étude de Rock, donc tu as toi-même signalé que les échanges plasmatiques, en tout cas quand on n'y ajoute pas d'immunosuppresseurs, ça fait mieux que les infusions de plasma, tout simplement parce qu'on en apporte beaucoup plus. Hein, 21 litres contre 7 litres, mais là encore avec des protocoles thérapeutiques qui ne sont pas du tout ceux qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait avec des immunosuppresseurs modernes et du caplacizumab? On espère que le PHRC va passer et qu'on aura la réponse, mais on n'a pas de données dans ce sens. On ne sait pas, vous avez choisi une quantité de plasma à apporter, mais finalement, ça reste très empirique. Et puis, les effets secondaires des échanges plasmatiques étant surtout dus aux effets secondaires du plasma, il ne faut pas espérer voir disparaître les effets secondaires avec cette stratégie, même si peut-être, potentiellement, on en aura moins.
Donc tu l'as dit, la DAMTS13 recombinante, c'est encore de l'ordre du mythe. On n'est pas prêt de l'avoir pour nos patients adultes. L'autre possibilité, c'est de se dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'échanges plasmatiques et pas besoin d'ADAMTS13 pour les patients, puisqu'on a des immunosuppresseurs et un traitement qui potentiellement bloque la formation des thrombis. Et il y a des données qui montrent qu'on a guéri un certain nombre de malades simplement avec des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est un immunosuppresseur non spécifique, on le sait depuis de nombreuses années. On a des cas rapportés, ce cas clinique de 1950 où un malade traité par transfusion de sang totale et forte dose de corticoïdes va guérir. Oui, il y a un biais de publication évident, hein, mais c'est arrivé qu'on guérisse des malades avec des corticoïdes seuls. Je suis surpris que tu n'aies pas parlé de l'étude de Bell, où là, on nous montre que sur 108 patients qui ont été pris en charge dans une institution, dans un centre spécialisé, la moitié n'ont reçu que des corticoïdes, et dans cette moitié, plus de la moitié ont répondu avec des corticoïdes seuls. Assez impressionnant, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on s'embête à leur faire du plasma et des immunosuppresseurs? Les corticoïdes, ça marche. Alors oui, ça marche, mais sur une population particulière, hein, recrutée avant qu'on sache le rôle d'ADAMTS13, donc sur la base de critères cliniques qui ne sont pas ceux qu'on utiliserait aujourd'hui. Ce n'est pas une étude randomisée, hein, les malades qui recevaient des corticoïdes seuls, c'était les moins graves, ceux qui étaient paucisymptomatiques, qui n'avaient pas de signes neurologiques. Et puis, dans ceux qui ne répondent pas, on ne sait pas s'il n'y a pas une proportion accrue qui rechutait ou qui mourait. L'étude n'est pas du tout informative dans ce sens-là. Et dernière chose qui est pour moi rédhibitoire, hein, c'est que dans les patients qui ne reçoivent que des corticoïdes, certes, la majorité va être en rémission et ne va pas rechuter, mais il y en a 2 qui vont mourir. Et ils vont mourir comment? Après une phase d'amélioration, ils vont présenter une aggravation extrêmement brutale en quelques heures et mourir sans qu'on ait eu le temps de leur faire d'échanges plasmatiques. Donc, bien sûr, je force le trait, il viendrait à l'idée de personne de faire un protocole randomisé triplette contre corticoïdes. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir uniquement avec des immunosuppresseurs? J'ai repris également l'exemple des témoins de Jéhovah. Effectivement, il y a un certain nombre de cas rapportés dans la littérature, avec un biais de publication évident, de malades, témoins de Jéhovah refusant le plasma, qui vont guérir avec toute une pléthore de traitements et des choses extrêmement compliquées. Et je suis d'accord avec toi, pas forcément très cohérentes, puisqu'il y a des dérivés du sang un petit peu partout. Et dans les traitements que reçoivent ces patients, hein, 4 sur 6, ils ont quand même des échanges plasmatiques à l'albumine. Donc on sent que ce n'est pas la solution. Et puis, est-ce qu'on peut s'en sortir uniquement avec les immunosuppresseurs et le cafazizumab? Tu as cité les... J'ai trouvé d'autres cas rapportés dans la littérature, hein, celui-là notamment. C'était effectivement une malade connue avec un PTT, avec une forme très paucisymptomatique qui refusait les échanges plasmatiques et qui a été mise en rémission avec un traitement prolongé par cafazizumab et rituximab. Les données des registres allemands et autrichiens, tu en as parlé. On peut vraiment se demander qu'est-ce qui leur a pris, entre guillemets, hein, parce que traiter un malade, le premier avec une atteinte neurologique, avec 2 perfusions de rituximab, des corticoïdes, une semaine de Capla tous les jours, puis du Capla un jour sur 2 pendant 2 semaines. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a survécu, mais quelle sera la suite? Pareil pour les données poolées des registres autrichiens et allemands dont tu as parlé. Plus de cas rapportés, mais des traitements assez hétérogènes, des durées de caplacizumab qu'on a du mal à comprendre, hein, qui vont de 8 jours à plus de 109 jours, hein, et des malades qui n'ont assez peu finalement d'immunosuppresseurs, hein, que 60% de rituximab, et qui du coup ne vont pas normaliser leur activité ADAMTS13 pour une proportion significative d'entre eux. Donc cette stratégie caplacizumab immunosuppresseur sans plasma du tout, on peut quand même s'interroger sur le coût, puisque ça peut amener à des traitements très prolongés par caplacizumab. On a vraiment un gros souci sur la sécurité. Hein, pas d'échange plasmatique, on n'a pas le détail, mais ça veut probablement dire pas de soins intensifs et pas de réanimation pour ces patients, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, soit parce que les cliniciens ne le souhaitent pas, soit parce que les relations sont mauvaises, mais je doute que ce soit uniquement le Covid.
Et puis, quid du long terme, hein, c'est des malades qui n'ont pas forcément assez d'immunosuppresseurs, qui risquent de passer plus de temps avec une activité ADAMTS13 indétectable. Et on s'est rendu compte que le fait d'avoir une ADAMTS13 basse, même si elle est détectable, ça a probablement des conséquences au long terme sur le macrovasculaire, avec, dans ce papier de Preti, une fréquence assez alarmante d'AVC ischémique chez des patients en rémission d'un PTT qui gardaient une ADAMTS13 qu'on considérerait comme normale jusque-là. Voilà, donc en conclusion, je vous ai montré que la prise en charge actuelle du PTT par triplette nous amène à un âge d'or où on a quasiment fait disparaître la mortalité, quasiment fait disparaître les formes réfractaires, significativement diminuer la durée des traitements avec une baisse franche du nombre d'échanges plasmatiques, que les inconvénients des échanges plasmatiques sont principalement liés au plasma, donc on ne va pas s'en sortir en remplaçant les échanges par des simples perfusions, que la réduction du nombre d'échanges plasmatiques a beaucoup diminué l'impact sur le coût de la prise en charge de l'arrêt de la technique, et que l'arrêt des échanges plasmatiques, à notre sens, ne peut se concevoir au moins dans un premier temps que sous surveillance continue, et qui restera ce coût-là qui sera absolument incompressible. Et donc la prise en charge des PTT sans échange plasmatique ne pourrait s'envisager sur la base des données existantes que chez des patients peu symptomatiques, des rechutes, des formes biologiques, avec un bénéfice ou une équivalence qui n'est pas démontrée à ce jour. Ainsi donc, la prise en charge du PTT sans échange plasmatique en mai 2022 est bien encore un mythe. Merci beaucoup Eric. Merci Eric et Yigal pour cette controverse. On revient finalement à 40 ans en avant, en 1982, Joël Mock, PTT hématologique, plasma, perfusion corticoïde, PTT avec déférence d'organes, point d'interrogation, et on voit bien les différentes avancées. Donc vous convergez sur beaucoup et vous divergez sur beaucoup. Je voudrais juste qu'on se mette d'accord sur 3 situations cliniques. Je vois un patient avec un PTT qui a 5000 plaquettes, un patient ou une patiente qui a 5000 plaquettes, qui a une douleur dans la poitrine, qui a 300 ou 400 de troponine avec un ECG inquiétant, c'est-à-dire avec vraiment des troubles de la sphère ischémique, et qui n'est pas normal sur le plan neurologique. Est-ce que tous les deux, sur ce patient, sur cette patiente de 30 ans, vous démarrez un échange plasmatique ? Avec la triplette, c'est-à-dire avec d'emblée une immunomodulation et bien sûr le caplacizumab. Okay. On va maintenant se mettre de l'autre côté. On est en situation pandémique. Les réa, c'est l'enfer. Il y a 2 malades avec un PTT. L'un qui a un PTT uniquement hématologique, c'est-à-dire une hémolyse intravasculaire mécanique, des plaquettes à 5000. Et l'autre qui est son jumeau et qui est dans une situation difficile on est d'accord qu'il y en a un des deux que vous allez maintenir en dehors de la réanimation avec du Capla, de l'immunomodulation, je reviendrai après sur le plasma, et l'autre que vous allez prendre en réanimation pour l'échanger. Si on n'a pas le choix, oui. Oui, on n'a pas de possibilité de prendre les 2 malades en réanimation. L'ensemble du plateau technique est plein de malades ventilés. On peut faire un lit en mettant un malade quelque part quelques heures, et puis on verra. On commence par faire l'échange plasmatique chez celui qui est avec la douleur thoracique, la troponine élevée, les signes neurologiques, et celui qui n'a aucun signe clinique qui va attendre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui, vraisemblablement. Oui, moi je suis assez d'accord. C'était l'idée d'ailleurs. On parle bien de situations caractéristiques complètement hypothétiques. Je suis assez d'accord. Et le bémol, et c'est pour ça que j'insiste et que je l'ai dit, c'est que je pense que malgré tout, il faut qu'il y ait une surveillance dans un service avec une densité médicale et paramédicale importante. Donc il faut transférer le malade en Belgique ou en Suisse. Voilà. Ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que si on se lance dans on fait plus d'échanges et puis on fait 3 poches, 4 poches sur une voie périphérique et qu'on met ça dans un service de médecine interne avec une infirmière pour 30 lits, comme c'est le cas chez nous le soir, ça, je pense qu'on va au casse-pipe et c'est une grosse bêtise de faire ça. Et donc, c'est pour ça que dans ta question, et c'était l'idée du protocole qu'on a eu avec Lionel notamment, c'était quand tu n'as plus de place en réa, tu fais quoi ? Après, moi, je dirais que si j'étais revue ton protocole, je ne donnerais pas du tout un avis favorable, mais on va voir pourquoi ensuite. Mais ne me dis pas tout de suite, laisse-moi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a à tout prix besoin quand même qu'on maintienne une surveillance. Et donc, ça ne doit se faire que si c'est encadré
avec une densité médicale. Après, si pas d'échange plasmatique, c'était mon troisième point. Est-ce qu'on met le malade dans l'endroit A ou l'endroit B? Mais on voit bien que par la force des choses, on pourrait être contraint, pour des malades sans aucun signe de sévérité, à ne pas utiliser l'échange plasmatique. Et maintenant, la question au niveau 2, c'est pour ce malade-là, est-ce qu'on fait rien, comme les Autrichiens, et on se demande pourquoi et comment, ou est-ce qu'on fait du plasma en perfusion dans le protocole que je trouve plus fin que tu suggères, c'est-à-dire en 2 étapes, une étape à 10 à 15 ml/kg, puis une étape à 5 à 10, hein, en plus de la biplette, donc c'est-à-dire en plus de l'immunomodulation corticoïde Ritux et du Capla. Donc là, pour le coup, la controverse, elle se situe là. Pour ce malade-là, est-ce qu'on peut discuter de ne pas faire de plasma d'une façon ou d'une autre, hein, ou est-ce qu'on peut en discuter d'en faire en perfusion à 10 ou 15 ml/kg comme on faisait quand j'étais interne finalement? Donc, est-ce qu'on peut avancer là-dessus? C'est l'étape indispensable avant d'arrêter le plasma. On ne peut pas... Autant... On n'a pas de données pour dire, hormis le papier des Autrichiens et Allemands Poulet, pour dire on peut... Et les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, mais tu as bien vu, finalement, ils ont eu plein de choses. Ils ont eu des immunoglobulines dont on sait que dans certains cas, voilà, ils ont eu des perfusions d'albumine, bon, ils ont eu pas mal de choses. Non, très clairement, aujourd'hui, on n'a pas de données pour se passer d'un apport exogène d'Adams 13. La question, c'est quel volume et est-ce qu'on peut passer autrement qu'avec un échange? Mais aujourd'hui, il faut donner de l'Adams 13 en phase aiguë. On n'a pas de données, mais on sait que c'est fait dans certains endroits, c'est fait dans certaines situations pour des malades qui refusent la plasmaphéreuse, et puis qu'il y a un protocole en cours qui va évaluer ça, qui va évaluer la possibilité de gérer ces malades-là sans échange plasmatique. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense que, et vous l'avez très bien abordé, dans la complexité de la prise en charge, je pense que l'expérience échange plasmatique et réanimation, ce n'est pas du tout anodin. Et moi, je rêve d'une prise en charge des PTT, peut-être dans un secteur, tu as tout à fait raison, intermédiaire pour le monitoring, sans échange plasmatique, si on arrive au même résultat. Et Eric l'a bien souligné, mais combien de jours de Capla faudrait-il pour arriver au même résultat sans apport exogène d'Adams 13? Là, on arrive à une question qui est intéressante, d'autant plus que là, on est encore dans la fenêtre sans Adams 13 recombinant. Donc, je ne sais pas si certains veulent prendre la parole. Est-ce qu'on est vraiment sans filet? Est-ce qu'on ne peut pas se donner un fil rouge à ne pas passer, à partir duquel on irait très vite à l'échange plasmatique dans les 4 à 6 heures? On n'a pas mis 4 à 6 heures, on a mis dans le protocole, on a mis si à 3 jours on n'a pas d'amélioration, notamment des plaquettes et des LDH, on rebascule. Ça veut dire que les signaux de gravité, en tout cas, ne nous disent pas que notre stratégie est la bonne. Alors, bien sûr que si le patient il arrive, il parle, il est conscient et qu'il fait l'état épileptique sous perfusion, celui-là on va le basculer tout de suite. Donc, mais je crois que c'est important. Le gap aujourd'hui de passer de cette triplette qui est finalement une quadrithérapie, donc hyper intensive, où on traite tout le monde, et même on s'était posé des questions, et tu te rappelles, on en avait discuté dans un bureau à Saint-Louis où certains disaient on a fait tellement de travaux dans le PTT pour se dire qu'aujourd'hui on pourrait peut-être affiner en disant celui qui a la tropo, celui qui a le tout ça, et on s'était dit non, on y va parce que on va déjà montrer que ça marche, et c'est ce qu'on a montré, on meurt presque plus en phase aiguë, il n'y a plus de réfractaires, voilà. Et passer de ça à on ne fait plus du tout d'Adams 13 et on met que de l'immunomodulation et du Capla, ça nous paraissait être un gap qui même éthiquement nous dérangeait lorsqu'on a réfléchi au protocole avec Paul, avec Lionel notamment, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le protocole PEX-Free, à mon avis, il est entre les deux. Et puis il répondra à la question notamment sur le Capla, puisqu'on verra combien de temps on l'utilise, puisqu'on a mis aussi un monitoring de l'Adams 13 pour arrêter ou non le Capla, comme les recommandations internationales le demandent maintenant, et comme l'étude Capla-Vie se déroule en ce moment pour savoir si on peut moduler ou non. Donc on va répondre à plusieurs questions, si la DGOS nous l'autorise. Mais voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de cette étape intermédiaire avant de se dire on arrête tout. Mais si la DGS vous autorise, est-ce qu'il n'y a pas le lieu de mettre un troisième bras dans ton étude qui serait un bras sans plasma? Franchement, éthiquement, nous, on n'y serait pas allé, éthiquement, au bras sans plasma. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de données. Et puis d'un point de vue purement, et puis comme on est entre nous et que ce n'est pas filmé et que ça ne sera pas rediffusé. C'est filmé. Non, mais je sais. D'un point de vue méthodologique, un troisième bras nous coûtait beaucoup trop. Oui, mais un deuxième bras sur un essai en ouvert, un essai où il n'y a pas de double aveugle. Patient en plus. Donc à la fois, on ne voulait pas y aller sur le plan éthique. On pense que c'est trop précoce aujourd'hui.
Et deuxièmement, d'un point de vue méthodologique, on n'aurait jamais pu monter l'étude parce que ça rajoute forcément un nombre de patients sur une maladie rare. En tout cas, même en multicentrique français, avec l'organisation du CNR, l'appui de la filière, on n'y serait pas arrivé. Il faut le faire le troisième bras en Autriche. On utilisera les données des Autrichiens. Oui. Troisième bras en Autriche. Donc, avant d'aborder la question du monitoring, donc on est d'accord sur les situations extrêmes et on pense qu'il y a besoin de recherche pour la situation intermédiaire. Aujourd'hui, la recommandation à ceux qui nous entendent sur le site de la filière, c'est que tout malade qui arrive avec un PTT aujourd'hui doit recevoir la triplette. C'est la recommandation, on ne revient pas sur cette recommandation. Non, très clairement, aujourd'hui, hors protocole, c'est échange plasmatique, corticoïde, Ritux, Capla. Capla, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points à discuter avant qu'on passe au monitoring? Donc ces malades-là, à qui on ferait pas de plasmaphérèse, mais une plasmathérapie par perfusion, où faut-il les mettre? Est-ce qu'il faut les mettre dans un secteur de médecine interne, un secteur d'USC avec un bon monitoring et une densité médicale et paramédicale 24/7, ou est-ce qu'il faut les mettre en ambulatoire? C'est fait, hein. En Autriche, Paul Knobel gère des malades PTT en ambulatoire. Donc, et il en a parlé au congrès de Bruxelles en mars, et j'avais les yeux écarquillés et le cerveau surpris, et on en a parlé, mais pour lui, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lui dit « mais comment t'en es arrivé là ?» il dit bah, « ça se passe très bien, ça se passe vraiment très bien ». Donc, où c'est qu'on met ces malades-là qui ont donc, on ne veut pas revenir à ce qu'on a connu quand on était avant, hein. Donc, où c'est qu'on les met? Quel est le risque de les mettre en médecine interne, en hémato ou en immuno? Quel est le risque de les mettre en USC? Est-ce que c'est simple? Eric, quelle est ta recommandation? Non, nous, on préfère qu'ils soient dans un service où ils aient une surveillance et une densité. Ils vont quand même réclamer une densité de soins qui est probablement à toute heure du jour et de la nuit, hein, puisque on ne sait jamais quand ils arrivent. C'est rarement sur un horaire de jour. Donc ils vont quand même avoir besoin de soins intensifs, même si ce ne sont pas, ils ne deviennent jamais, grâce au traitement, des malades de soins intensifs. Ils bénéficient quand même de tout ce qu'il y a à côté, enfin de tout ce que leur apporte une structure avec du personnel, avec et du monitoring. Du monitoring, des médecins, des infirmières. Alors peut-être que si un jour on arrive dans nos hôpitaux modernes à avoir un monitoring centralisé avec des paramètres vitaux monitorés pour tous les malades, peut-être qu'on pourra rediscuter de ça, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, l'endroit où ces malades-là sont ne dépend pas du traitement tant que les investigations n'en sont pas arrivées à une conclusion. On se prendra des gadins si on va sur ce protocole-là, si on ne met pas les patients dans des structures où ils peuvent être surveillés. Nous, on le voit dans les services de médecine interne, c'est impossible ce patient. Combien de fois l'infirmière, elle fait son tour, elle finit, elle refait le tour à 6 h du matin, elle en trouve un qui est raide mort dans les lits parce qu'il s'est passé quelque chose c'est arrivé, hein. Entre minuit et 6 h du matin. C'est quelque chose qui nous arrive tout le temps. Elle est toute seule pour 30 lits, elle lui serre la main à minuit, elle lui donne la tisane, il va bien, la tension, tout va bien. Et puis à 6 h 30 du matin, elle revient prendre une prise de constante et puis là, le patient, il est raide. Donc ça, c'est une évidence. Si on va vers cette stratégie-là, il faut alléger peut-être la thérapeutique, mais surtout pas la surveillance. Au moins au début. Au moins au début. Ça, je pense que c'est évident. On va à la catastrophe. Sinon. Alors sur le malade d'hémato, on est en train de travailler là sur l'impact d'un retard d'admission en réanimation. Tu le dis très bien pour le malade en question. Mais une infirmière qui se retrouve avec un malade difficile à surveiller, c'est aussi tous ces autres malades qui sont moins bien surveillés. Donc l'impact devrait se mesurer aussi sur l'ensemble de la salle et les 10, 20 ou comme tu disais 30 autres malades de l'infirmière. Alors, je voudrais juste maintenant, pour la troisième partie, avant qu'on arrive à une espèce de conclusion, c'est la stratification. Igal, tu as publié que toute chose égale par ailleurs, quand tu as pas mal dans la poitrine, tu as un ECG normal, si tu as une troponine élevée, tu as un surrisque de mortalité. Et donc, ma question, c'est est-ce que finalement, tous ces essais interventionnels ne doivent pas d'abord se décider une fois que les malades ont été évalués sur le plan clinique, neurologique, cardiaque, rénal et autres, d'une part, mais aussi avec des biomarqueurs, comme tu l'as bien montré, mais aussi des examens. Nous, on fait une échographie cardiaque systématique à ces malades-là. On pourrait discuter de faire d'autres examens. Le Doppler rénal n'est pas si anormal dans le PTT, pas dans le SHU, mais dans le PTT. Et l'évaluation neurologique, eh bien, il y a ce papier sur le clustering hiérarchique qui montre que même des tout petits signes cliniques comme l'amnésie rétrograde peuvent avoir un impact très important à 1 an.
Donc est-ce qu'on ne devrait pas finalement d'abord évaluer les malades, mais bien comme il faut, et ensuite prendre une décision de la stratégie thérapeutique? Alors, je pense qu'on est passé d'une situation où on avait 80-90% de mortalité sans traitement à 20% de mortalité sous traitement. Et puis lorsqu'on a rajouté le Ritux, on s'est rendu compte qu'on ne descendait pas. On n'arrivait pas à baisser en dessous. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, c'est là où sont arrivés les essais avec le CAPLA. Et tu te rappelles de cette réunion, c'était d'ailleurs chez toi, oui, où on s'était dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on y va et on met tout le monde ou est-ce qu'on commence à faire du sous-groupe? Et on s'était dit, on ne peut pas se permettre de maintenir encore une mortalité entre 15 et 20% à des gens qui ont 35 ans d'âge moyen, qui ont des séquelles neuropsychologiques que vous connaissez bien, parce que c'est quand même vous qui travaillez beaucoup là-dessus. Et donc, on était parti sur le constat de se dire, déjà pour valider la molécule, on prend tout le monde, on ne se pose pas de questions, et puis on va chez tout le monde, on met une nouvelle stratégie thérapeutique. Aujourd'hui, on a ce recul, essais de phase 3, les essais de vraie vie, on sait que ça marche. Donc maintenant, on pourrait se poser cette question aujourd'hui, ce qu'on s'était déjà posé, à laquelle on avait réglé le problème en disant non, on fait déjà le pari de plus de réfractaires, plus de morts, ça serait déjà très bien. Donc aujourd'hui, on en est là, et ce qu'il faudrait aller screener les patients en disant voilà, c'est un petit peu ce que fait PEX-Free finalement. C'est-à-dire qu'on dit les formes très graves, ceux-là on leur fait des échanges, et les formes un peu moins graves, c'est-à-dire plus les PTT hémato, les PTT avec céphalées, ce genre de choses, et ben déjà on va leur proposer, on va les inclure dans un essai, ce qui est avant, tu vois. Donc on avance de nouveau un peu là-dessus. Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin et dire qu'aujourd'hui on fait le score de gravité que le CNR a publié, âge, LDH, neurologique, centrale notamment, si vous avez plus de 4 points, vous avez 66% de risque de décès, hein, c'est ce qu'on a publié. On rajoute à ça la tropo et on dit qu'en plus tu rajoutes x3 le risque de décéder, et que tout cela, on les traite à fond, et que tous les autres, mais ça veut dire combien, ça en fait plus beaucoup, que combien, on les met dans un essai avec un protocole allégé. Ça peut être une stratégie. PEX-Free, c'est une étape encore intermédiaire entre ces deux excès-là, qui est de dire on traite tout le monde et on séquence vraiment les patients avec lui il a le bon profil et lui il a le mauvais profil. Et puis ce qu'on sait par expérience, c'est que tu en as qui arrivent avec un bon profil, et puis 48 heures après, tu ne sais pas pourquoi, ben, hop, ils font la douleur dans la poitrine ou ils font l'action vasculaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore entre les deux. Il faut y aller mollo. On est passé quand même d'une situation de 30 ans et voilà, à quelque chose aujourd'hui qui est plutôt rassurant. Je pense que si on veut aller trop vite, on va griller des nouvelles molécules, on va griller des stratégies, on va griller des stratifications. Donc moi, j'irai étape par étape. Eric, juste un dernier commentaire, c'est que toutes ces études sur la stratification, la gradation des malades, elles ont été faites avant les protocoles modernes, donc pas les mêmes malades, et on n'est pas sûr du tout que la tropo ce soit encore totalement pertinent, qu'il y ait plus que qu'il y ait un biomarqueur qui puisse nous aider à stratifier les malades. Comment ? Du fait du CAPLA et même du Ritux systématique, hein, qui n'était pas utilisé chez les malades qui ont servi à faire ces scores de stratification. Tous ces scores, tu vois, on les a développés, moi ça faisait partie de mes travaux, tous ces scores on les a développés sur des données rétrospectives en reprenant des patients des années de 2000 à 2012. Quoi. En 2012, le Ritux c'était suboptimal au bout de 5 jours d'échec, tu vois, et encore pas chez tout le monde. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant de revalider nos scores sur nos nouveaux malades, parce que je ne suis pas certain qu'on trouve quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux et à Elie pour la modération.